Lucom. Et les petits des tilapia, mais des bonnes variétés ou des souches, n'est-ce pas, qui permettront à ce que l'université de Mouinidite soit un distributeur, qui doivent avoir, parce que beaucoup de gens font la pisciculture, ils ont envie, mais ils n'ont pas de bonnes souches. Alors nous voulons que l'université de Mouinidite soit le centre de dissémination des bonnes souches chez tous ces pisciculteurs. Lucom. Wadi chitongola wadi omwana necholo baba sagedi bana ya longela dibdi aka flongela wa longela ingani basagedi ka bibana ya bai wayo wa awashala bak shadi basagedi ka benia kuitutu babajim bakjojo ne ya udi kumukala ningani muluma babajim baba kujojo ne ya ibajim muluma me udi kumukala ningani fwa bwa lubumba Lucom. Nous ne devons pas voir les taxes. Cette province ne va pas se développer avec des petites taxes. Quand vous parlez DGRO signifie Direction générale de recettes de l'OMAMI. Ça ne signifie pas Direction générale de recettes fiscales. Non. Donc la DGRO est là pour recouvrer plusieurs recettes. Mais vous allez voir que la bataille c'est uniquement sur les quelques taxes. Pourquoi pas créer ce qu'on appelle le domaine de l'État? La province de l'OMAMI peut créer des domaines de l'État. Nous pouvons créer des sites touristiques. Nous pouvons valoriser les sites touristiques. Nous pouvons créer une sorte de parc. Nous n'avons même pas de cimetières modernes. Nous avons dit comme programme de 145 territoires. Qui est pas surtout. Pour toi, je vais conseiller le président. Nous avons rencontré plusieurs fois pour m'expliquer quand on est à mon avis. Quand il est vite à la Naturellement, Bantou, en général, tout exode rural. Bantou, mon territoire, mon village, mon ville. Mais tout à fait, un exode urbain. Amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue à votre magazine Explication sur l'écho Mouinidite Télévision. Merci de nous faire confiance. Pour ce numéro, nous alignons Eric Mouinidite pour la réalisation totale. Je suis Ali Boukassa Kabambi. Vous le savez, depuis plus ou moins 2 semaines aujourd'hui, le monde s'agite. Des part et d'autre, des grandes puissances sont en train pratiquement de se montrer des biceps, des muscles, et pour les uns, ça s'appelle conflit russo-ukrainien. Pour les autres, ce n'est qu'une pure et simple invasion. Pour en parler, pour analyser cette question, pour analyser cette actualité, comme d'habitude, nous allons poser des questions dans cette émission à notre expert en droit international. Il s'appelle Abbé Professeur Étienne Tchibangamoulage. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Nous portons bien par la grâce de Dieu. Amen. Avec lui, mesdames et messieurs, nous allons passer en revue cette question d'actualité. Nous parlons du conflit russo-ukrainien. Première question, monsieur le professeur, pour vous, comment qualifiez-vous ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Par rapport à votre question, il faut dire que mon intervention est à titre doctrinal, à titre scientifique, parce que pour le droit international public, il y a un organe habilité à qualifier un conflit. Et l'ONU, l'organisation internationale, avec son organe, le Conseil de sécurité, bien entendu, avec l'intervention aussi de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est l'organe, le Conseil de sécurité, qui qualifie. À mon sens, sur base des éléments recueillis, nous sommes là en présence d'un conflit interétatique. Il y a l'État russe et l'État ukrainien. Il y a un conflit. Pourquoi? Parce que, effectivement,
il y a la présence des forces armées d'un État sur le territoire d'un autre État sans être invité. Et dans ce cas-là, sur le plan purement technique du droit international, lorsqu'une force armée d'un État se retrouve sur un autre territoire, nous sommes typiquement dans un cadre d'agression. Et là, l'agression dans quel contexte? Dans un contexte d'un conflit armé international. Voilà ce que j'ai pu vous dire à ce propos. Les raisons pourquoi je pense que nous n'allons pas les trouver sur le plan seulement du droit international, il faut aussi les trouver dans le cadre des relations internationales et des motivations parfois politiques. Voilà à ce stade ce que je peux dire, la lecture que je voudrais faire par rapport à ce conflit. Déjà, on voit, c'est vrai que ça n'a pas encore tellement duré, monsieur le professeur, mais déjà il y a des puissances qui s'agitent, des sanctions ci et là et tout. En face, on remarque une Russie, un Poutine un peu obstiné, qui s'en fout, qui se montre un peu jusqu'au boutiste. Que dit le droit international? Bien entendu, la première chose qu'il faudra vérifier, c'est la Russie, l'État russe et l'État ukrainien sont-ils membres des Nations Unies? Selon les informations, c'est oui. Par rapport, par exemple, à l'État russe, c'est un membre permanent. C'est-à-dire la Russie fait partie de ce qu'on appelle les Power 5, avec la France, le Royaume-Uni, la Chine et les États-Unis d'Amérique. Et l'Ukraine, bien entendu, c'est un membre des Nations Unies. Dans ce contexte, la charte des Nations Unies, bien entendu, interdit le recours à la force pour résoudre les différends. L'unique organe habilité à résoudre les conflits entre les membres, c'est le Conseil de sécurité. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a le chapitre 5 qui donne ces compétences-là au Conseil. Il y a le chapitre 6 qui propose une solution pacifique aux différends. Et il y a le chapitre 7 qui a une vision beaucoup plus coercitive afin de régler de manière efficace les conflits. Parce que nous sommes partis d'un paradigme de ce qu'on appelait jus ad bellum, droit de la guerre. La guerre était l'instrument de résolution des conflits, mais le contexte actuel, c'est un contexte, la guerre n'est plus l'instrument, mais devient le dernier recours, mais de manière légale, de manière légitime. C'est-à-dire, quand les Nations Unies autorisent ou en cas de légitime défense, on peut recourir à la violence. C'est pourquoi tous ces États s'agitent, mais sont préoccupés. Pourquoi? Parce que le rôle des Nations Unies, c'est préserver le binôme, la paix et la sécurité internationale. Nous sommes là devant un conflit qui menace effectivement la paix et la sécurité internationale. Pas seulement les grands de ce monde, même les petits de ce monde doivent être préoccupés. Bien entendu, sur le plan géographique, la Russie c'est loin, l'Ukraine c'est bien loin, mais nous sommes dans le cadre de la mondialisation. Donc nous, Afrique, nous sommes concernés. Nous sommes concernés, monsieur le journaliste. Vous avez pour preuve, quand il y a eu le début de la pandémie de Covid-19, tout le monde pensait que c'était loin. Dans la ville, c'est loin. Mais à la fin, ça
ça s'est mondialisé. Donc ce conflit intéresse effectivement la communauté internationale. Il ne s'agit pas d'agitation, il s'agit d'une préoccupation. Surtout que nous entendons les uns et les autres brandir l'utilisation de l'arme nucléaire, alors qu'il y a un processus qui va dans le sens de dénucléariser l'humanité, de désarmer l'humanité. Donc c'est comme si ce conflit constitue un frein à ce processus de désarmer l'humanité. Voilà, monsieur le journaliste. Est-ce que à ce niveau, monsieur le professeur, vous qui êtes le droit international, pouvez-vous nous dire autrement, en d'autres termes, en français facile, ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie? Est-ce une invasion? Alors, je disais tantôt que il faut pas qu'on parle d'abord l'État pour que nous puissions nous comprendre. Actuellement, on considère que l'État, c'est d'abord un peuple, c'est un territoire et un gouvernement établi, un pouvoir, une puissance publique établie. Il y a la reconnaissance internationale. Il y a, par rapport à l'État, il y a la notion de souveraineté, il y a la notion de l'indépendance, et puis il y a la notion d'intégrité territoriale. Ce que nous constatons, la situation actuelle de l'Ukraine, ce n'est pas une lecture subjective, c'est un constat. L'Ukraine, pour ce moment, son intégrité territoriale en souffre. Il y a une partie de son territoire sur laquelle le gouvernement ukrainien n'exerce plus son impérium. Ça, c'est évident. Et son indépendance, même politique, est menacée. Sa souveraineté est menacée. Il n'y a pas d'autre mot que parler de l'évasion, effectivement, et même de l'agression. Et de l'agression. Donc, ce sont les mots. Et comme je dis, et ça c'est une lecture doctrinale. Mais une lecture institutionnelle, c'est l'organe des Nations Unies qui est habilité à qualifier un conflit et à travers une résolution du Conseil de sécurité, en fait, c'est un acte qui passe par vote au niveau du Conseil de sécurité. Voilà ce que je peux vous dire, monsieur. Est-ce qu'à ce stade des choses, comment vous analysez l'attitude que devrait avoir l'Afrique? C'est vrai que vous l'avez dit, à l'époque de la Covid-19, on disait que non, c'est loin, la Chine, c'est pas ici, c'est très loin, c'est éloigné de nous, mais finalement, l'épidémie s'est généralisée, mondialisée. Ouais. Qu'en est-il de cette invasion, de ce conflit russo-ukrainien? Que devrait être l'attitude de l'Afrique? La première attitude de l'Afrique, c'est que ça nous concerne. Déjà, vous savez qu'il y a beaucoup de nos frères africains qui sont en Russie et puis qui sont en Ukraine. Il faudra que les gouvernements africains puissent voir de près que ces émigrés africains ne connaissent pas un sort discriminatoire par rapport aux autres réfugiés. C'est le premier pas. Le deuxième pas, il ne faudra pas que les gouvernements africains restent indifférents. Je ne voudrais pas dire prendre position, mais ils doivent prendre position à travers les organes, avec les institutions, parce que beaucoup d'États africains sont membres des Nations Unies, sont membres de l'Union africaine. Il y a l'Union africaine. S'il faut prendre, moi je conseillerais, s'il faut prendre une position, il faudra éviter des positions isolées. Il faut prendre les positions
en rapport avec les organes, les institutions, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations Unies. Parce que vous savez, ce qui se passe en fait, c'est quoi? C'est la volonté, c'est le refus de laisser fonctionner les institutions. Parce que le problème qui se pose entre les deux États, si on laissait aux Nations Unies exercer son rôle, je pense qu'on ne pouvait pas arriver à des morts, on ne pouvait pas arriver à des conflits. Donc il faut laisser l'ONU faire son travail, les organes de l'ONU faire son travail. Quel est le risque à courir ou que l'on pourrait courir en prenant des positions de manière isolée? Oui, c'est le dérapage. Déjà, vous voyez, l'Union européenne, même l'OTAN, de manière prudentielle, à la demande de Zelensky, à la demande d'établir ce qu'on appelle no-fly zone, c'est-à-dire une zone d'exclusion. L'Union européenne ainsi que l'OTAN, ils ont pris des réserves. Ils n'ont pas voulu accélérer la situation. L'effort actuel de la communauté internationale, c'est essayer de contenir un conflit, contenir pour éviter les dégâts. Parce que les dégâts seront difficiles à imaginer si ce conflit se généralise. N'oubliez pas que la Russie a les pieds en Centrafrique. N'oubliez pas que la Russie a les pieds maintenant au Mali. N'oubliez pas que la Russie a des pieds en Afrique australe. Donc, la gestion irresponsable, la gestion subjective et émotionnelle de ce conflit peut amener à des conflits qu'on peut considérer, il peut y avoir des conséquences incalculables. Il faut reconnaître aussi qu'au niveau de l'Afrique, il y a aussi ce qu'on peut considérer dans certains chefs d'État, la volonté expansionniste. C'est ça le mauvais exemple de ce conflit. Si la Russie l'a fait, et pourquoi pas moi? Et c'est pourquoi il faudra que la communauté internationale se ressaisisse vite. Il faut que l'Union africaine se ressaisisse pour contenir, activer les mécanismes idoines. Il y a les instruments internationaux juridiques. Bien entendu, ce n'est pas tellement coercitif, mais il faut activer la diplomatie, ni isoler totalement la Russie, mais créer des passerelles de dialogue avec la Russie pour qu'il n'y ait pas des situations incontrôlées et incontrôlables. Les gens ont affaibli l'ONU, parfois, vous savez, ce problème aussi montre les difficultés d'accepter un organe qu'eux-mêmes ont créé. Il fallait des réformes des Nations Unies, il fallait des réformes du Conseil de sécurité. Les Power 5 n'ont pas voulu cela. Et nous sommes devant ces résultats-là. Est-ce que quand vous analysez le comportement, la manière dont gère ce conflit, est-ce que les Nations Unies sont-elles conscientes de cet aspect, de cette dimension de généralisation de ce conflit à travers le monde? Bon, à ce stade, je constate que les Nations Unies font peu. Ou mieux, les organes habilités font peu. Ce que je vois, c'est l'Union européenne qui est en train de faire du bon travail. Alors que c'est un conflit qui doit être pris à bas de corps par les Nations Unies et ses organes. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est pour cela que l'ONU, les Nations Unies sont là. Pour effectivement prévenir, le rôle de prévention. Et si cette étape est passée, il faut gérer le conflit. Après l'avoir géré, il faut gérer l'après-conflit. Par exemple, pour les Nations Unies, maintenant, nous sommes en plein, il faut que c'est ce qu'on appelle le jus in bello. C'est-à-dire, il y a les civils. Il faut activer les différentes conventions de Genève. Les malades et les blessés de guerre.
des militaires, par exemple, sur le plan terrestre, les blessés et les malades, sur le plan des militaires au niveau de la mer. Et nous avons des prisonniers, des militaires prisonniers. Nous avons aussi la protection des civils. Ça, c'est du devoir des Nations Unies ainsi que des organisations internationales et régionales et même sous-régionales. Il faut maintenant une solidarité internationale, pas de manière isolée. Tous les États qui ont ratifié la charte doivent se sentir concernés par ce conflit. Il faut contenir ce conflit. Il faut le contenir. Si on ne le contient pas, je pense que nous risquons de le regretter. Nous risquons de le regretter. Mesdames, messieurs, amis téléspectateurs de l'ICOM Monidi pour nous sommes dans votre magazine Explication. Pour ce numéro, nous recevons l'abbé professeur Étienne Tshibanga Moulage. Dans cette émission, il nous explique les différentes possibilités d'analyse de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Nous tous, nous sommes à l'affût, aux trousses de l'actualité internationale. Il y a des sérieux soucis entre ces deux États et ça embrase tant soit peu les puissances qui sortent leurs cartouches d'une manière ou d'une autre. Le professeur nous conseille de ne pas y aller, nous Africains, de manière isolée. C'est que les États doivent se ranger derrière l'Union africaine, qui est cette grande organisation continentale, et pourquoi pas suivre la marche des Nations Unies. Y aller de manière isolée, c'est trop risqué, même si, monsieur le professeur, vous ne nous dites pas que pourrait être la conséquence de cela. C'est vrai que vous nous alarmez, vous alertez, mais est-ce qu'il y a ce que pourrait subir un État qui oserait y aller de manière isolée et surtout contre la Russie? Oui, vous avez suivi le président russe parler de la co-belligérance. C'est-à-dire, si on y va dans ce sens-là, vous êtes belligérant. Et comme belligérant, signifie vous exportez la guerre là où vous êtes. C'est ça. C'est ça la première chose. Donc vous allez... si je comprends bien en français facile... Vous êtes parti au conflit. Ah, donc vous devenez ennemi? Absolument. Ah bon? Absolument. Mais c'est ça le langage sur le plan diplomatique et sur le plan du droit international. C'est pourquoi il faut... parce que la Russie, l'État russe a ratifié la charte. A ratifié tout. Elle le sait. Et l'action russe, c'est une action unilatérale. Et bien entendu, il y a des instruments. Il est vrai, la prolifération des l'arme nucléaire a affaibli davantage les Nations Unies. Les Nations Unies. Parce que, avec beaucoup de traités, il a été dit qu'il fallait limiter, qu'il fallait gérer et qu'il fallait détruire. Mais il y a eu une hypocrisie au niveau des grandes puissances. Ils ont limité, ils ont empêché d'autres États, mais ces puissances ont continué à faire des recherches sur l'arme nucléaire et maintenant ils ont des armes sophistiquées qui peuvent atteindre des États à plus de 10 000 km. Nous sommes à ce niveau-là. Maintenant, nous sommes à ce niveau-là et il faudra alors y aller avec la main diplomatique. La main diplomatique qui jusqu'ici fait des fausses couches. Hein. Tantôt on espère, tantôt on apprend que Poutine ou l'une des deux parties a shooté dans la marmite. Donc. Tous les conflits finissent par le dialogue. Question de lire l'histoire des conflits, lire l'histoire des guerres. Ça finit par le dialogue. Et d'ailleurs, selon les informations, les deux parties sont en train de dialoguer. C'est pourquoi il faut les encourager. Il faut encourager le dialogue. Alors, monsieur le professeur Étienne Tshibanga Moulage, vous êtes professeur de droit international. L'allure que prend
ce conflit. Au départ, on nous dit que Poutine ne voudrait pas, n'accepterait pas, ne verrait pas d'un bon œil l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Parce que, nous dit-on, l'Ukraine a une bonne population russophone et adhérer à l'Union européenne ou à l'OTAN, ça ferait que ce pays sorte tant soit peu de la zone d'influence russe. Il y a peu avant, vous disiez que la Russie avait déclaré a déclenché ce conflit de manière unilatérale. Est-ce à dire qu'elle a tort? Est-ce à dire qu'elle ne devrait pas le faire? Bon, je dis l'utilisation de la violence au milieu de la force dans le cadre du droit international public et dans le cadre du droit onusien s'utilise en cas de légitime défense. L'État agressé a le droit de se défendre. C'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est quand l'État a l'autorisation des Nations Unies pour maintenir ou pour rétablir la paix. Dans le cas d'espèce, je ne vois nulle part où la Russie peut se retrouver dans les deux cas d'espèce. C'est ce que je peux vous dire. Donc, indirectement, elle ne devrait pas le faire. Absolument pas. Alors, on va revenir sur notre Afrique. Elle nous est chère et puis il faut prendre des dispositions. Vous-même, vous l'avez dit, la Russie a des pieds ci et là dans certains États d'Afrique. Est-ce que vous craignez qu'une fois ce conflit mal géré, ça pourrait nous amener à la Troisième Guerre mondiale? Bon, vous savez, une guerre mondiale ne se planifie pas. Déjà, dans notre pays, nous avons eu ce qu'on appelle la guerre africaine, la guerre de l'AFDEL, et ainsi de suite. La guerre mondiale ne se planifie pas. Il suffit de maladresse et il y a l'étincelle. C'est pourquoi nous appelons aux uns, nous appelons les uns aux autres de retourner dans un contexte institutionnel, dans le contexte des organisations internationales. Il est vrai, chaque État a ses intérêts, chaque État a ses prétentions. Il est vrai que ce conflit a des racines historiques. Vous savez, la Russie fait partie de l'ancienne URSS. Et tous ces États faisaient, il y a eu la chute avec la perestroïka, et ainsi de suite. Et il est vrai, entre les États, il y a des accords que nous connaissons et il y a des accords que nous ne connaissons pas. Il est possible qu'au niveau de la Russie, qu'on puisse vouloir utiliser ces accords-là pour dire que c'est notre zone d'influence. Ça, c'est de bonne guerre. Mais quant à faire générer sur base de ça, ça pose problème. Ça pose problème. Voilà ce que j'ai pu vous dire par rapport à cette question pour l'Afrique. Il n'y a pas à craindre, mais nous ne voulons pas alerter, nous ne voulons pas faire paniquer, disons, la population, mais nous faisons une lecture parce que parfois ça commence comme ça. En 1917, ça a commencé. En 1940, et ainsi de suite, ça a commencé. Nous ne disons pas que cette fois-ci, c'est la même chose. Il faut reconnaître que maintenant, la conscience internationale, c'est la résolution pacifique des conflits. Ça, c'est la conscience internationale. Alors, monsieur le professeur, quand vous évoquez les années, indirectement, vous évoquez la Première Guerre mondiale, 14-18, la Deuxième Guerre mondiale, 40-45. Non, il y a ceci. Si nous disons ça, c'est que parfois ça commence par des étincelles. Et quand
on n'a pas bien géré ces étincelles, ça pose problème. Ça fait des flammes. Donc maintenant, nous sommes au niveau de la gestion d'un conflit. Nous ne sommes plus au niveau de la prévention. Voilà, merci beaucoup parce qu'on est là-dessus. Je verrai qu'on retourne en Afrique. Nous, on est en Afrique, parfois, les chefs d'État africains importent des conflits qui ne sont pas africains par mauvaise gestion, par mauvaise lecture, analyse de la situation. Aujourd'hui, à l'encontre, on va dire, des sanctions économico-financières pèsent sur la Russie. Est-ce qu'elle pourrait aussi se répercuter sur les États africains qui sont en échange bilatéraux, en échanges commerciaux, internationaux avec la zone concernés par ce conflit? Bon, monsieur le journaliste, considérons qu'un pareil conflit, les conséquences néfastes et négatives ne concernent pas seulement la Russie ou l'Afrique, ça concerne tous les États. Je vous donne l'exemple. Avec par exemple l'interdiction des survols de l'espace aérien russe, les compagnies européennes et d'autres compagnies doivent changer de trajet et ça a un coût économique. Le fait d'interdire aux compagnies russes de survoler l'espace aérien européen, ça a un coût. Et comme l'Afrique importe partout, même en Russie, certainement que l'économie africaine et l'économie au niveau international va connaître des secousses. Ça dépendra de la capacité de chaque État de gérer au niveau de la gouvernance ou d'anticiper. Parce qu'en fait, gouverner, c'est prévoir. Ce sont des secousses, il faut prévoir. Donc si les pays africains ne comprennent pas cette situation, il faut des alternatives au niveau économique par exemple, et même des partenaires. Par exemple, pour le cas de la RDC, notre pays, il y a Ponagec, c'est un groupe d'études sur le Congo, des étudiants qui évoluent aux États-Unis d'Amérique. Leur dernier épisode parle sur ce conflit russo-ukrainien et ils évoquent aussi la hausse du prix du carburant, la rareté des produits pétroliers comme une des conséquences de ce conflit russo-ukrainien. Est-ce que c'est le début? Bon, bien entendu, c'est pourquoi il faut que ce conflit s'arrête au plus tôt vite que possible. Car les conséquences seront incalculables sur le plan économique et même sur les pays émergents. Bien entendu, dans chaque crise, il y a les bénéficiaires, mais pour nous Africains, nous avons une économie fragile, une économie qui n'a pas de matelas tout à fait considérables. Il y aura des secousses. Ils ne sont pas loin de l'analyse, bien entendu. Et déjà, comme ici à Monédito, la mesure, le litre de carburant est parti de 3 000 à 5 000 francs congolais aujourd'hui. Ça c'est pour l'essence, pour le mazout qui fait tourner plusieurs moteurs. Ici à Monédito, nous n'avons pas d'électricité publique, je veux dire de SNEL, Société Nationale d'Électricité. Nous n'en avons pas. Nous, on se débrouille avec les petits groupes électrogènes privés. Déjà, quand le mazout qui fait fonctionner tous ces groupes électrogènes va de 3 000 à 5 000, 5 500 et chez certains vendeurs, revendeurs, 6 000 francs, est-ce que ça ne va pas chauffer la société? Bon, ça va chauffer. J'ai dit tantôt, nous avons une économie extravertie. Donc, ces conflits au niveau international, ou bien ces crises au niveau international, par exemple avec la pandémie, doivent nous aider à comprendre qu'il faudrait inverser. Il faut que le flux d'exportation
soit considérable par rapport au flux d'importation. Donc à ce moment-là, il y a une certaine protection. Il est vrai, il y a des pays qui vont subir des secousses comme la Chine, mais ils ont des matelas considérables, ils peuvent... Quand vous parlez de matelas, c'est-à-dire ce sont des mécanismes, n'est-ce pas, divers et diversifiés, qui amortissent un choc économique, par exemple. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, monsieur le professeur, il nous reste plus ou moins 3 minutes. Sur quel message voudriez-vous insister, tout en rappelant nos téléspectateurs que vous êtes auteur du livre l'ONU et l'Église catholique dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Eric, tu peux faire zoom avant sur ce livre et monsieur le professeur va sortir par nous dire en 2 mots sur ce livre, où pouvons-nous le trouver et est-ce que ce livre avec ce conflit est-il d'actualité? Oui, le livre est d'actualité. Et dans ce livre, je préconise la réforme des institutions des Nations Unies. Ce sont des institutions anachroniques. Obsolètes déjà? Obsolètes, il faut... Bon, disons, je ne voudrais pas être excessif en disant obsolètes, mais il y a un problème d'inefficacité. Pour les actualiser, les mettre à jour. Le groupe, ce qu'on appelle les Power 5, prennent en otage l'humanité. Parce que, bien entendu, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas une résolution des Nations Unies qualifiant ce conflit. Pourquoi? Parce que la Russie va apposer son veto. D'où il faut absolument, et il faut revoir, il faut faire des réformes au niveau des Nations Unies. Et ce livre, effectivement, propose cela. Il y a comme une certaine hypocrisie au niveau, c'est-à-dire les grandes puissances qui sont censées œuvrer pour la paix dans le cadre d'une sécurité collective. Ce qu'on appelle la défense collective. Parce que c'est ça le paradigme onusien. La défense collective, la sécurité collective, la paix collective. C'est ça le paradigme. Et ce paradigme bat de l'aile à cause, bien entendu, de cette hypocrisie. On maintient une structure qui pratiquement sert les intérêts des Power 5, mais il faudra dilater ce groupe pour qu'effectivement qu'il y ait aussi au sein des pays à siège permanent, des États à siège permanent, d'autres pour essayer de rendre actuelle cette structure. Mais j'insiste pour dire l'existence des Nations Unies est nécessaire, est importante, mais il faut la réformer. Il faut réformer les Nations Unies, surtout le Conseil de sécurité. Les analystes, les juristes, les doctrinaires sont d'accord sur cette question, mais c'est un projet qui est bloqué par les Power 5. Parce que, vous savez, aujourd'hui, nous nous alarmons sur la Russie. Mais la Russie n'a fait que ce que les États-Unis d'Amérique l'ont fait avec l'Irak. Quand ils ont attaqué l'Irak, ils ont attaqué l'Irak, c'était de manière unilatérale, disant qu'il y avait l'arme nucléaire là-bas. Il n'y avait absolument rien. Mais les États-Unis d'Amérique ont eu seulement la chance d'avoir sur eux la machine médiatique qui a fait convaincre l'humanité, effectivement, que Saddam Hussein c'était immense à abattre. Aujourd'hui, peut-être la Russie n'a pas cette machine médiatique. C'est ça le point d'Achille de cette Russie. Mais il faut reconnaître que les deux puissances, les États-Unis d'Amérique et la Russie, n'ont pas brillé par le principe d'exemplarité dans la défense collective. Parce qu'ils sont, tous ces deux États, sûrs de ce qu'ils ont comme armement. Ils ont l'arme nucléaire.
Ce sont des puissances, on les appelle les puissances nucléaires. Voilà, ce sera tout pour ce magazine Explication. Nous avons parlé de ce conflit russo-ukrainien avec le professeur Abbé Étienne Tchibangamlaj. Il est professeur en droit international. Il est également coordinateur des écoles conventionnées catholiques Louise à partie orientale. Nous sommes dans la province de Lomami, c'est en RDC. Merci à Eric Ilunga Benji pour cette réalisation. Je suis Ali Boukassa Kabambi. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater de nos contenus et surtout partagez dans le groupe. C'est aussi une façon de nous soutenir. Au revoir, de bonnes choses. Lucom. Et les petits des tilapia, mais des bonnes variétés ou des souches, n'est-ce pas, qui permettront à ce que l'université de Mouinidite soit un distributeur, qui doivent avoir, parce que beaucoup de gens font la pisciculture, ils ont envie, mais ils n'ont pas de bonnes souches. Alors nous voulons que l'université de Mouinidite soit le centre de dissémination des bonnes souches chez tous ces pisciculteurs. Lucom. Wadi chitongola wadi omwana nyecholo baba sagedi bana ya longela dibdi aka flongela wa longela engani basagedi ka bibana ya bai wayo ba awashala obak shade basagedi ka benia kuitutu babajim bakjojo ine ya udi kumukala nengani muluma babajim baba kujojo ine ya ibajim muluma me udi kumukala nengani fwa ni bwa lubumba. Nous ne devons pas voir les taxes. Cette province ne va pas se développer avec des petites taxes. Quand vous parlez DGRO signifie Direction générale de recettes de l'OMAMI. Ça ne signifie pas Direction générale de recettes fiscales. Non. Donc la DGRO est là pour recouvrer plusieurs recettes. Mais vous allez voir que la bataille c'est uniquement sur les quelques taxes. Pourquoi pas créer ce qu'on appelle le domaine de l'État? La province de l'OMAMI peut créer des domaines de l'État. Nous pouvons créer des sites touristiques. Nous pouvons valoriser les sites touristiques. Nous pouvons créer une sorte de parc. Nous n'avons même pas de cimetières modernes. Nous avons comme programme 145 territoires. Qui est Basoto? Vous ne pas conseiller le président. Nous avons rencontré plusieurs fois pour m'expliquer quand on est à mon avis. Quand il est vite à la Bantou, en général, tout exode rural. Bantou, mon territoire, mon village, mon ville. Mais tout est un exode urbain. Lucom.